Cette première édition du Paris Monitoring Day. Donc c'est un honneur aussi de participer à cette première édition devant un public. Voilà, ce qui est attendu, c'est à peu près 150 personnes aujourd'hui, donc c'est plutôt pas mal sur cette première édition d'un point de vue communauté. Donc moi, en fait, aujourd'hui, je vais vous présenter ce qu'est l'observabilité, les fondations et l'utilisation en entreprise. Tac. Alors, pourquoi ça veut pas switcher? Alors, par contre, voilà. Donc, j'ai commencé par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, avant toute chose, je suis un mordu de Splunk, qui est un monitoring lover depuis 2004. Donc, en fait, aujourd'hui, je suis responsable du département observabilité chez Ochi. Et je suis un expert Splunk, ITOps et observabilité. Donc, effectivement, j'ai commencé à faire mes armes autour du monitoring dans l'open source en 2004, donc avec les premières versions de Nagios, où en gros c'était assez trivial de tout en fichier de conf, hein, c'était la belle époque. Et on a lancé une initiative en 2008 autour du projet monitoringfr.org, où on s'est rassemblé avec plusieurs acteurs FR pour lancer en fait une communauté pour tenir au courant les gens de ce qui se faisait en termes de mouvance de monitoring, des sorties des solutions open source, pour évangéliser les gens au bienfait du monitoring open source et pas considérer que l'open source est des sous-logiciels comparés au monde propriétaire. Acteur communautaire de 2008 à 2016 avec l'initiative Monitoring FR, et en 2016 j'ai croisé le chemin de Splunk où en gros je voulais vraiment projeter dans l'évolution de mon domaine, je voulais vraiment projeter mes convictions, mes tripes, ma passion autour de ce domaine-là dans une solution avec tout ce qui était hypervision, etc. Et en gros j'ai pu mettre pas mal de mes convictions dans la solution. Je l'ai utilisé d'abord en tant que client. Et maintenant, en fait, je fais du consulting autour de Splunk dans l'implémentation de use case autour de l'ITOps et de l'observabilité. Et avec en fait, pareil, avec certains membres de la communauté Splunk France, on s'est monté une petite initiative pour, en gros, pouvoir réseauter autour de la technologie Splunk et créer une communauté, on va dire, d'experts, de passionnés autour de la techno. Donc l'observabilité, qu'est-ce que c'est? Donc on va partir d'un premier constat. En fait, avant de connaître le terme d'observabilité, on a tous fait du monitoring. Donc c'est un milieu qu'on va dire qui a évolué dans les 15 dernières années jusqu'à atteindre une certaine limite. Donc à l'époque, on parlait de supervision, ou même là on l'entend de monitoring IT, mais c'était des outils qui étaient conçus, qui ont été conçus par des techniques et avec une approche de détection, ce qu'on demandait à la supervision, en fait, de pouvoir mesurer, analyser, détecter et permettre aux équipes de production de réagir. Donc, au fil du temps et au fil du public auquel on s'est adressé, on s'est aperçu que ces outils pouvaient arborer certaines limites que je vais évoquer ici. Bon, on va dire les frontières ont un peu bougé depuis, parce que le monitoring IT aussi évolue en termes de fonctionnalités, d'intelligence qu'il peut apporter. Mais en fait, c'est des outils où, par exemple, ils ont du mal à s'adapter à la complexité du SI. On voit que, effectivement, on a des technos qui sont de plus en plus performantes. Les clients migrent vers du cloud. On a des infrastructures qui sont de plus en plus éphémères, où limite on monte un conteneur juste pour l'exécution d'un script et on le déprovisionne à des fins de FinOps, etc. Donc en fait, faire du monitoring comme on a pu le connaître pendant les 15 dernières années en mode déclaratif ou autre, ça atteint certaines limites. Très clairement, l'outil aura du mal à pouvoir capter une information sur un asset au niveau du SI qui a une durée de vie de quelques minutes.
on va dire, le manque d'adaptation au métier. Donc je m'explique là-dessus. C'est par exemple un outil de monitoring, il va lever une alerte, que ce soit du warning ou du critical, hein, pour tout ce qui est Nagios-like, ou même monitoring IT en tant que tel. Et il ne va pas s'adapter à un calendrier métier. C'est que, par exemple, je vous prends un exemple simple, site de e-commerce, les soldes, c'est une phase en fait, que pour une entreprise qui est nettement plus critique que d'autres périodes de l'année. Ben, on n'a pas ce changement de pondération d'alerte en fonction d'un calendrier d'une application ou un calendrier d'entreprise. C'est quelque chose qu'on ne peut pas en fait, venir en corrélation et que l'outil s'adapte en fonction de ce genre de choses. Donc, comme je disais, une partie d'absence de corrélation ou d'agrégation. Le monitoring est basé sur des sondes qui vont avoir un rôle assez simple, conceptuellement parlant, et vont aller checker s'il y a du dépassement de seuil ou autre. Donc en fait, c'est ce qu'on a demandé à ces outils-là, et ils s'y tiennent. C'est leur rôle d'avoir cet élément, mais de mettre en corrélation un événement A comparé à un événement B, nativement, ces outils-là ne sont pas forcément adaptés pour ça. Le manque d'intelligence, alors, manque d'intelligence, ça peut être réducteur, mais c'est à travers ce que je vous disais, c'est des sondes qui sont censées aller contrôler un état ou une mesure, un métrique, et lever une alerte s'il y a un changement déviant. Donc en fait, l'opération qu'on demande à ces sondes est assez simple en soi. Pas de vision 360. On est sur des outils qui ont, on va dire, des interfaces assez techniques pour des techniques. Et on peut, même si on peut aller contrôler différents états au niveau de la supervision, mais quand il est nécessaire de pouvoir centraliser tout en un point, on voit potentiellement les limites de ces outils. De dire sur la perception, service rendu, ou faire de la topologie de service, de dire est-ce que mon anomalie sur le service A a un impact avec le service B, etc. etc. Pas end-user friendly, comme je disais, c'est que c'est des outils techniques qui ont été conçus pour des publics à la base technique, IT. Mais on s'aperçoit que sur les 15 dernières années, le public a évolué au niveau du monitoring et on ne s'adresse plus forcément à une population que technique. Il y a du décisionnaire, managérial, il y a des utilisateurs, voire même métiers. Et là, on s'aperçoit que ces outils techniques, en termes d'adhérence à des utilisateurs qui sont plus métiers, ça a tendance à coincer. Les utilisateurs plus métiers vont être plus exigeants sur la restitution visuelle, sur la vulgarisation de l'information. Et là, en fait, on va avoir, d'un point de vue UX/UI, en termes d'expérience, une limitation au niveau de ces outils. Et la partie manque de granularité. Alors, vu qu'on est sur des changements d'état ou de la donnée de performance collectée par ces outils, quand on va vouloir descendre un peu plus en profondeur, on va manquer d'informations. On va dire, ça va nous lever une alerte, mais on ne va pas pouvoir aller plus loin. On va juste constater qu'il y a un comportement déviant. Donc, c'est là où est arrivé le terme d'observabilité, avec toute l'évolution de ces 15 dernières années au niveau du monitoring. Donc c'est bien plus que du marketing. Alors on entend beaucoup de certaines personnes qui disent ouais, l'observabilité c'est pour rebaptiser le monitoring, c'est on va dire c'est un buzzword. Alors c'est bien plus que ça, puisqu'en fait à la base le monitoring était fait, comme je vous le disais, pour collecter, analyser, détecter, réagir. C'était sa mission de dire permettre aux équipes de pouvoir être proactifs, pouvoir réagir sur un incident potentiel et intervenir. Mais en aucun cas, ça répondait à une question, c'est pourquoi ça a planté. Donc très clairement, l'observabilité, c'est une expansion du domaine du monitoring. Pareil, il y en a d'autres qui, d'un point de vue définition, vont dire que vont mettre en fait en rivalité le monitoring et l'observabilité, mais c'est pas une vérité. Très clairement, c'est une expansion, c'est une extension du monitoring, l'observabilité. C'est, on va dire, un monitoring 2.0, d'aller plus loin. C'est un monitoring qui a dû se réinventer par rapport à l'évolution technologique. On est tous autour de la table, il y a des admins qui ont dû voir leur métier évoluer. Un admin baie de stockage, par exemple, ne fait plus du tout le même métier il y a 15 ans que maintenant. Les baies sont plus intelligentes, font même du recalcul en dynamique en fonction des utilisations du stockage. Donc on a tous besoin dans nos domaines métiers de se réinventer
Et en gros, le monitoring en fait partie. Quand, avec les mouvances cloud et toutes les technologies qui ont pu apparaître d'un point de vue éphémère, etc., le monitoring, en fait, il a besoin de se réinventer. Et même nous, en tant qu'experts, on a besoin de revoir en fait, notre manière, comment on envisageait les choses, comment on déployait nos parcs, et même en termes de méthode de collecte, revoir complètement ces fondamentaux. Donc en fait, l'observabilité va rajouter quelque chose en plus par rapport au monitoring. Il va répondre à la question du pourquoi. Le monitoring, il dit ça plante, mais on ne sait pas pourquoi. Donc il y a des fois des retours sur incident, on va dire dans le d'outre-boot, et sans forcément comprendre. Et là, en fait, l'observabilité va apporter des éléments supplémentaires pour pouvoir en fait répondre à la question du pourquoi et être plus performant sur l'apport de correctifs. Donc on va capitaliser en comprenant mieux et pas dire dans le d'outre-boot. Donc comme je disais, ça va permettre de répondre à la question du pourquoi. Mais pour tout ça, pour pouvoir en fait répondre à toutes ces questions, le domaine de l'observabilité, en fait, c'est toute une histoire, c'est toute une stack. Et c'est pour ça qu'aussi il était nécessaire de rebaptiser un peu notre domaine, parce que ça devenait compliqué pour les décisionnaires de faire un peu qui fait quoi, quelle brique prend quel usage, etc. Donc on est parti en fait, domaine du monitoring, à la base, domaine d'observabilité, ça s'appuie sur la métrologie. C'était la première stack de dire par exemple, la supervision n'existe pas sans métrologie. On doit mesurer une activité pour pouvoir la suivre. Est-ce qu'aujourd'hui est le même comportement qu'hier? Donc ça, c'est la méthodologie, ça va permettre d'assurer le suivi du système. La supervision s'appuie sur la métrologie. La différence entre les deux, c'est que la supervision est un outil qui va permettre de déclencher des alertes par rapport à un dépassement de seuil. C'est ni plus ni moins. Ça va permettre aux équipes de pouvoir réagir et pas subir un incident. Après, quand on a baigné dans le monde du monitoring, on s'aperçoit qu'effectivement, la supervision IT, c'est bien, mais on n'a qu'un spectre réduit de la réalité au niveau des services qu'on est censé superviser. On va s'apercevoir qu'un service en tant que tel, d'un point de vue DSI, c'est bien plus que du monitoring IT en fait. C'est un plan batch qui tourne, c'est des exécutions de sauvegarde, c'est la mise à jour de référentiel métier. Et en fait, tout ça, le contrôler à travers du monitoring, oui, on pourrait le faire en se retroussant les manches, mais en fait, c'est qu'un spectre limité de considérer que ma supervision est au vert, donc tout va bien. Non, c'est pas forcément la réalité. Donc, il est nécessaire à un moment donné d'acheminer une prise de recul par rapport à ça et dire j'ai besoin d'une vision transverse, une vision 360 des services rendus aux utilisateurs. On peut avoir tout qui est au vert d'un point de vue data center, mais par contre, les utilisateurs râlent et ouvrent des tickets d'incidents sur les topologies applicatives. Qu'est-ce qui se passe? Ça peut être une fibre qui a été arrachée. Mais d'un point de vue utilisateur, le ressenti, c'est l'application, elle ne fonctionne pas. Lui, il s'en fiche de savoir que la fibre a été arrachée ou pas. Sa perception dans son agence, c'est l'application n'est pas disponible. Ouais, les applis, elles ne fonctionnent pas et je vais aller boire un café. Donc, très clairement, on a besoin d'avoir cette vision transverse et même d'aller ponctionner des informations de l'outil ITSM. Ça peut être un signal d'alarme, dire OK, nous, tout est vert, mais par contre, les utilisateurs, ils ne se plaignent pas. Donc, d'un point de vue communication, si on dit non, tout va bien, rebootez votre PC, c'est forcément votre PC qui a un problème, la communication est complètement biaisée. Donc la perception de l'utilisateur, ça va être en fait la DSI, ils sont dans leur trou d'ivoire, ils comprennent pas mes problématiques. Donc la nécessité de monter de l'hypervision, elle est vitale en termes d'évolution dans le domaine métier en termes de parcours, dans le domaine métier du monitoring. Il y a aussi ce qu'on appelle le end-user experience, donc, qui a été ressenti de l'expérience utilisateur, où maintenant on le trouve sous le terme synthétique monitoring. Le but, c'est on va mettre en place des robots qui vont simuler le comportement utilisateur et voir si en gros la fonctionnalité qui est testée est toujours opérationnelle, voir si on n'a pas de régression, ou voire même mesurer des temps d'exécution pour voir si on n'a pas de dégradation de perf entre deux releases, par exemple. Cette vue-là, elle est bien, mais elle reste très théorique. Dire qu'on peut mettre des robots synthétiques,
La plupart du temps, les robots sont positionnés en interne data center, si on déploie une solution on-premise, ou alors en mode SaaS avec une vue tierce, de dire que ça c'est aussi une bonne pratique, de dire j'ai un libre arbitre, j'ai une solution qui va être positionnée en mode tierce, qui va simuler d'un point de vue externe ce qui se passe, mais ça reste très théorique, dans des conditions les plus optimales qui vont bien. Et on est encore loin de l'expérience réelle de nos utilisateurs. Donc, on va devoir aller plus loin et aller vers ce qu'on appelle l'APM. Application Performance Monitoring, où là, en fait, ça va résider à aller capter l'expérience des utilisateurs à travers les sollicitations du code. On va pouvoir voir ce qui se passe et où, par exemple, la congestion se produit. Est-ce que, en gros, c'est mes appels à ma base de données qui vont être beaucoup trop lents? Si on a des problèmes de perf, on l'a tous connu, de dire gestion de crise, l'application elle est super lente, les utilisateurs ils sont pas contents. Très clairement, on est tous autour de la table et on se renvoie la balle. Donc c'est la chasse aux sorcières, ou War Room comme on l'appelle aux US. C'est très clairement, c'est pas moi, c'est le stockage, c'est pas moi, c'est le réseau. C'est pas moi, c'est les gars au niveau du code qui ont fait encore un truc et qui ne nous l'ont pas dit. Mais pendant ce temps-là, notre utilisateur qui est toujours dans l'agence, lui, il a toujours son problème. Il est toujours pas content, en fait. Donc ça, ces problématiques de war room, ces problématiques on va dire, de frittage en gestion de crise, c'est de l'argent qui est perdu pour une entreprise. C'est des utilisateurs qui sont insatisfaits, c'est l'image de marque de la DSI qui est écornée, en termes de performance, en termes d'innovation, ce qu'ils peuvent apporter. Donc très clairement, l'APM, dans une roadmap d'observabilité, pour moi, c'est ce qui va permettre de répondre à la question du pourquoi, avec un autre pilier qu'on verra juste après. Mais très clairement, on peut entamer une roadmap d'observabilité, mais à un moment donné, l'APM, c'est ce qui va être nécessaire. C'est-à-dire de mieux comprendre le fonctionnement et les sollicitations du code au niveau des applications et pouvoir optimiser sa réponse ou même l'apport de correctifs par rapport vraiment à la sollicitation de l'application vis-à-vis des utilisateurs. Et le dernier, qui est la rhume, donc ça c'est ce que j'appelle la cerise sur le gâteau, cherry on the cake. En fait, ce qui est vital pour aussi des équipes applicatives, la MOA, c'est d'avoir vraiment le spectre, les traces utilisateurs, de comprendre que Madame Dupont, qui est dans la Creuse, elle a un temps de réponse de 12 secondes 4, alors que nous, on dit que l'application s'affiche en 3 secondes 8. Ça permet aux équipes applicatives, aux équipes de mieux comprendre le comportement du code. Peut-être aussi en termes, on l'évoquait en termes d'organisation, de dire aujourd'hui on fournit un service mondial, mais par contre dans notre stratégie de déploiement cloud, oui on a mis notre cloud en Europe, mais par contre ceux du Japon ils ont des temps de réponse médiocres. Donc il va être nécessaire d'aborder une stratégie de déployer du cloud plus dans la plaque Asie pour optimiser les temps de réponse de nos utilisateurs. Et tout ça, en fait, ça va mieux comprendre comment on déploie nos services, comment on peut les améliorer et fournir, on va dire, des armes aux développeurs pour améliorer l'expérience utilisateur. Donc, vous comprenez maintenant qu'avec toutes ces stacks qui en gros, ont une mission d'un point de vue monitoring, il était nécessaire un peu de rebaptiser tout ça pour englober tout ce domaine métier qui a évolué sur les 15 dernières années en termes de catalogue, de contrôle, et de pouvoir le résumer en interne. Donc, l'observabilité est régie sur 3 grands piliers. On n'en démord pas. Donc, avant tout, ça va être les métriques qui vont, eux, servir à mesurer le comportement des infras, mesurer le comportement d'une application, temps de réponse, etc. Ça va nous fournir beaucoup de métriques et va permettre d'améliorer la proactivité, vu qu'on va avoir un regard. Les logs, très clairement, les logs, on va avoir des informations précieuses sur le comportement d'un système, comportement d'une application. Et la partie trace qui, elle, va nous apporter des informations primordiales sur l'expérience des utilisateurs. Donc il y en a qui peuvent se poser la question, log, trace, c'est quoi la différence? Un log, on va dire qu'il est plus système ou application centrique, et la trace est beaucoup plus user centrique.
On va vraiment s'intéresser sur l'expérience de nos utilisateurs. Donc, l'observabilité, quels sont les bienfaits pour une entreprise, très clairement. Donc, on voit sur la partie haute du graphe, donc la valeur, les bénéfices que va apporter l'observabilité. Donc, elle va apporter une visibilité accrue. Donc, vous l'avez compris, c'est en mettant en place une plateforme d'observabilité, une stack, c'est qu'on va plus considérer que c'est des outils de niche pour des techniciens, c'est qu'on va répondre à différents enjeux au niveau de l'entreprise, au niveau du public qu'on va adresser. Et donc, en fait, cette plateforme, elle va nous servir de moyen de communication. Aujourd'hui, un DSI, il a besoin de communiquer, de rendre compte de la performance qu'il apporte, même d'un point de vue de l'investissement qui donne, en fait, qui doit justifier, de dire de la roadmap d'innovation qui doit mener, la transformation technologique qu'il doit apporter. Bah, il a besoin de rendre compte pour dire, bah, voilà, le million d'euros que j'ai investi dans l'amélioration technologique, bah, voilà le gain. Donc ça, il va avoir besoin de ça pour pouvoir mieux communiquer auprès des différents publics, des publics techniques, des membres de la DSI, ou même des utilisateurs métiers, qui ont besoin d'avoir une vue temps réel de ce qui se passe d'un point de vue service. Au lieu de solliciter toutes les 15 minutes, est-ce que mon service va bien? J'ai l'impression qu'il ne va pas bien, mon service. Et sur solliciter des équipes, où là, les équipes, on les attendrait sur de la valeur ajoutée, en termes de bande passante, dire bah, on peut donner de l'information, la vulgariser à des utilisateurs plus end-user, mais au moins, ils ont une vision claire de ce qui se passe. Et pas juste, j'ai le ressenti que c'est lent, et est-ce que c'est réellement lent? Donc ça va permettre d'accélérer l'identification de la route cause, effectivement, avec les trois piliers, métriques, log et trace. On va mieux comprendre, on va être outillé de pouvoir dire « Ok, j'ai constaté un comportement déviant, et je vais aller voir si ce comportement déviant, je peux aller corréler avec des anomalies au niveau de mes logs, et pouvoir faire une relation de cause à effet. » Améliorer la gestion de la performance, hein, comme on le disait, avec des briques qui vont être fixées comme l'APM, la RUM, au niveau perf. Est-ce que, en gros, il y a des congestions qui sont en train de se produire, et identifier vraiment le point de contention. On va plus être sur, on va dire, du ressenti au doigt mouillé. On va vraiment avoir quelque chose qui va mettre le doigt sur là où ça bloque et aller solliciter les bonnes équipes. Et pas dire je sollicite la moitié de la DSI pour analyser un ressenti de problématique de perf. Ça va permettre aussi de réduire le bruit. Des plateformes, on va dire, d'observabilité vont avoir de l'algorithmie beaucoup plus puissante pour mettre en place des use cases beaucoup plus intelligents. Donc on va pouvoir avoir, avec ces plateformes-là, de la réduction du bruit. Le SI fait énormément de bruit, mais est-ce que, en gros, ce bruit-là est, on va dire, a une réelle incidence ou pas? C'est-à-dire qu'on peut mesurer des anomalies au niveau du SI, mais est-ce que ce que je détecte est juste dû à un seuil qui est mal calibré, ou est-ce qu'il y a un réel impact sur les services rendus aux utilisateurs? Donc on va pouvoir en fait analyser tout ça, mettre en place des règles beaucoup plus intelligentes et aussi libérer de la bande passante à des équipes opérationnelles où là on va les attendre sur la création de valeur, optimisation, amélioration technologique, etc. Donc ça va permettre aussi d'assurer un pont entre l'IT et le métier. Dire effectivement, comme vous l'avez compris, plateforme d'observabilité, on va pouvoir remplir différents use cases de monitoring. Ça peut aller à ce qu'on appelle du BAM, Business Analytics Monitoring, où là on va s'intéresser au cycle de vie de la donnée, de son intégration. Est-ce qu'en gros ça marche bien? Exemple, l'intégration de flux bancaires. Dire dans le secteur bancaire, tout ce qui est flux bancaire, c'est ultra important. Est-ce qu'en gros, ces flux, quand ils passent, est-ce qu'ils se passent correctement? Parce que des retards d'un point de vue flux bancaire, ça coûte énormément d'argent dans ce secteur-là. Donc, très clairement, ça peut avoir un impact très fort. Donc, on va pouvoir joindre effectivement l'intérêt de l'IT et du métier à travers une seule et même plateforme. Puisqu'on va répondre à ces différents cas d'usage. Tout va être centralisé en un seul point, une donnée purement IT d'infrastructure qui remonte, mais qui peut être vulgarisée pour des utilisateurs
de type métier, c'est-à-dire sous forme de voyance, sous forme d'informations simples, mais par exemple de manière très granulaire pour des experts technologiques qui ont besoin, eux, de suivre l'évolution de leur technologie dans le temps. Ça va diminuer les frictions. Comme je vous le disais, l'APM, c'est effectivement, il y a beaucoup d'entreprises qui disent ouais, solution d'APM, ça peut être un coût, ça peut piquer. Mais par contre, l'intérêt d'une solution d'APM, elle est là, c'est que ça va réduire les frictions entre les équipes, ça va réduire fortement le phénomène de war room. Donc en fait, c'est une histoire de coût direct et de coût indirect. Hein. Et dans tout projet, c'est ça. Hein. C'est que l'argent que vous perdez à avoir des mecs se friter autour de la table et pas trouver de solution, bah, vous le prenez en coût humain et vous dites ok, bah, je vais le mettre dans une solution d'APM. Et vous pérennisez vos services et vous allez, on va dire, une ambiance de DSI qui va être moins dans le fritage. Ça positionne aussi très clairement l'entreprise parmi les leaders dans la stratégie de la transformation numérique. On ne peut pas attaquer une roadmap de transformation, d'évolution de son SI, dire ouais, je vais passer sur du cloud, du multi-cloud, monter des infra élastiques, etc., sans moderniser sa manière de voir le monitoring. En gros, si vous ne le faites pas, vous allez vous prendre un mur. Vous allez vous prendre un mur parce que vous allez potentiellement mettre une techno qui ne sera pas adaptée à ces nouvelles technologies et en fait, vous allez être à côté de la plaque en termes de réponse. Vous ne comprendrez pas forcément tout le tissage technologique qu'il y a au niveau de vos nouvelles technos ou de vos environnements cloud, etc. Et très clairement, bah, vous aurez un outil qui va pas vous apporter les réponses que vous attendez. Et ça valorise d'autant plus l'innovation quand vous avez un outil qui permet de justifier que vous avez investi une somme d'argent dans l'innovation en termes de technologie, en termes de gains, et que vous pouvez le mesurer. Ah, plus de batterie ? Non, c'est bon. Que vous pouvez le mesurer et rendre compte avec ça auprès d'utilisateurs, hein, de dire c'est responsable MOA, branche métier ou autre. Bah, très clairement, en fait, ça valorise d'autant plus l'engagement de la DSI à améliorer le quotidien des utilisateurs métiers et pas, on va dire, de rester dans du kiff technologique, IT, comme on a pu le connaître par le passé. Donc pour ça, effectivement, pour acquérir tous ces bienfaits, bah, il va être nécessaire de mettre des moyens en place, des outils de télémétrie que d'autres, en fait, vont aborder dans les futures sessions que vous allez voir aujourd'hui. Qui va vous permettre de collecter des données de type métrique, d'autres types de données, de type trace ou de log, en fonction de ce que vous allez déployer, et de pouvoir analyser que ce soit des environnements on-premise dans vos data centers d'entreprise, ou même des services SaaS en allant s'interconnecter avec. Donc, en conclusion, une roadmap d'observabilité, c'est comme un bon burger. Donc, premier ingrédient, il vous faut une fondation à base de métriques, de logs et de traces, très clairement. Le deuxième ingrédient, il va vous falloir une stack d'observabilité robuste, scalable et interopérable avec votre écosystème. Dire que si vous choisissez une stack d'observabilité où c'est une ultra boîte noire et le moindre développement va vous coûter un rein, très mauvais choix. Dire c'est une base fondamentale, que ce soit dans une brique open source ou une brique propriétaire. Votre stack d'observabilité, vous devez la concevoir pour être un maximum interopérable avec n'importe quelle brique de votre système d'information. Une centralisation des remontées d'informations pour vous apporter une vision 360 de votre système d'information. Ça, c'est vital. C'est, on va dire, la partie hypervision que je parlais juste avant. Dire, pour avoir une vision transverse de ce qui se passe, bah, il faut tout fédérer en un seul point. L'ingrédient numéro 4, un framework de data vis puissant, vous permettant de communiquer à n'importe quel type de public. Comme vous l'avez compris, il y a des publics IT qui vont être très techniques, il y a des publics end-user qui vont avoir, on va dire, plus un ressenti, oui, je veux avoir une vision à la Power BI, etc. Il vous faut un framework qui puisse s'adapter à vos différents types de publics pour pouvoir, en fait, fédérer un maximum de monde. Si votre outil il est ultra technique, il est fait pour des techniques, ça ne va pas charmer des utilisateurs métiers. Donc ils vont avoir du mal vous allez avoir du mal à les fédérer dans votre projet.
Et le dernier, c'est de vous positionner en tant qu'expert observabilité au sein d'une entreprise comme créateur de valeur et en implémentant des cas d'usage qui répondent aux enjeux métiers de l'entreprise. C'est là où vous aurez en fait le meilleur moteur et la meilleure impulsion de votre projet, de votre roadmap d'observabilité en entreprise. Donc voilà, pour conclure. Alors, je ne sais pas si j'ai débordé. On est un peu en retard, mais ça va. Merci beaucoup à Romuald. Il nous a vraiment fait le tour par rapport au monitoring, à l'observabilité, l'hypervision